toi, jeune concepteur, es-tu prêt à prendre ta dose de savoir? C'est parti. Donc avant que la vidéo commence, une petite annonce, cette vidéo est sponsorisée. Et oui, sponsorisée par moi. Bah, il n'y a que moi qui va me sponsoriser, c'est pas que 350 abonnés que je vais avoir des sponsors. J'ai lancé ma propre activité d'ingénierie en mécanique, donc j'ai monté mon petit bureau d'études mécaniques à moi. Donc j'ai passé 10 ans dans l'industrie à concevoir tout un tas de choses dans le monde de la machine spéciale, donc une bonne partie dans l'industrie agroalimentaire du tabac, et une autre partie pour faire des machines pour le BTP. Voilà, donc j'ai arrêté tout ça, je me suis mis à mon compte, et voilà, et là je suis dans la fameuse phase du démarchage de clients. J'ai commencé à en vouloir payer de la pub comme tout le monde, et puis ça coûte extrêmement cher, et le résultat n'est pas forcément ouf non plus. Alors je me suis dit que autant profiter des quelques vues que je fais là. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo là, qui a un besoin quelconque, alors que ce soit des pros ou des particuliers, ça s'adresse à tout le monde. Voilà, donc dans tout ce qui est conception mécanique, quelle que soit l'étape du projet, on peut faire quelque chose. Donc moi j'ai toutes les licences, donc je travaille principalement sur SolidWorks, pour toute la partie études, conception, mise en plan, tout ça je travaille sur SolidWorks, donc j'ai toutes les licences, toutes les versions qui vont bien, donc ça peut s'adapter à vos projets. Pour toutes les parties après fabrication, assemblage, donc je travaille avec des chaudronniers, des usineurs, voilà, j'ai des gens dans chaque spécialité, donc on peut gérer le projet dans son ensemble, et voilà, on accompagne jusqu'au bout, jusqu'à l'installation chez le client, le dépannage, le SAV, comme n'importe quelle autre société. Et voilà, donc si jamais vous avez un besoin en conception mécanique, quel qu'il soit, ça peut être assez varié, n'hésitez pas à me contacter, je vais mettre dans la description, je mettrai de quoi me contacter. Donc voilà, si vous travaillez dans une société avec un bureau d'études, que vous avez besoin de sous-traitance, quelle que soit en fait l'étape là-dedans, n'hésitez pas, voilà, envoyez-moi un petit mail et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, merci, bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la suite de Tout savoir sur les roulements, que j'avais fait et qui étonnamment a plutôt bien marché. Plutôt bien marché pour une chaîne de 300 abonnés, hein. Calmons-nous. Aujourd'hui on va faire tout savoir sur les actionneurs. Donc les actionneurs c'est tout ce qui est vérin, moteur, enfin tout ce qui a besoin de créer un mouvement, on appelle ça des actionneurs. Et on va voir comment les choisir. Vous êtes en train de fabriquer quelque chose, quoi que ce soit, vous voulez mettre un moteur, un vérin, quelque chose qui apporte un mouvement. Et vous vous demandez lequel choisir, hydraulique, pneumatique, thermique, électrique. On va voir ça tout de suite. Allez, vamos. Donc avant d'en choisir un, de toute façon, il faut toujours se poser les mêmes questions. Au début, c'est avoir des ordres de grandeur, des critères dont on va avoir besoin, c'est-à-dire éventuellement une force, alors pour un vérin ça va être une force et une vitesse d'avance, pour un moteur ça va être un couple et une vitesse de rotation, donc ça c'est vraiment pour les paramètres de fonctionnement principaux, et après il peut y avoir tous les paramètres annexes, par exemple de taille, de masse, de poids, enfin, tout ce qui pourrait venir perturber et qui a un intérêt ou pas dans notre fabrication. Voilà, exemple, si je fabrique une visseuse, je vais avoir besoin d'avoir une certaine vitesse et un couple de moteur, mais le fait d'avoir un moteur que je puisse porter dans la main, ça va rentrer forcément en compte. Si je fais une perceuse à colonne, le critère du poids du moteur va être beaucoup moins emmerdant. Forcément, on s'en fiche, si la perceuse à colonne fait 150 kg, de toute façon elle est posée, c'est pas un problème. Par contre, si la visseuse à main que j'ai dans la main fait 150 kg, vous vous doutez bien qu'il va y avoir un problème pour aller faire des trous. Voilà, donc juste déjà bien définir ce qu'on veut au début. Donc il y a 4 sources classiques d'énergie quand on veut créer un mouvement, c'est le pneumatique, l'hydraulique, l'électrique et le thermique. Et on va voir pourquoi chacun a des avantages et des inconvénients, comme toujours. L'hydraulique, son gros point fort, c'est la force. Les fluides ne sont pas compressibles, donc quand on prend une masse de fluide et qu'on la comprime, on n'a presque aucune variation de volume. Alors je dis presque parce qu'en fait il y en a une mais qui est très très infime. Quand on dit incompressible, c'est presque incompressible. Et dès qu'on va vouloir écraser ce volume-là, pour un pouillème de volume écrasé, qui est vraiment un pouillème, hein, ça ne se ressent même pas, on va avoir une montée en pression qui va être énorme. Donc on peut facilement, sur les systèmes haute pression en hydraulique, on va facilement pouvoir atteindre des 200 bars, 250 bars, des choses comme ça. Et donc ça va permettre d'avoir vraiment des forces qui sont énormes. Sur un actionneur hydraulique, la force générée, ça va être la pression de service de l'huile, donc 200 bars, 250 bars, je pense qu'on peut même aller au-delà.
par rapport à la surface du piston. Donc la surface sur laquelle le fluide appuie, voilà, et ça donne la force. Et donc quand on peut monter à des pressions aussi hautes, on peut avoir des forces qui sont vraiment énormes. C'est pour ça que tout ce qui va être pelleteuse, toutes les grosses machines de TP qu'on voit qui ont de la force, qui ont besoin juste de force, vont presque tout le temps être équipées de systèmes hydrauliques. Pareil même pour les roues, on voit souvent les vérins, on voit souvent les gros vérins sur les pelleteuses, des choses comme ça, mais même quand il y a des roues ou des chenilles, souvent c'est un système hydraulique qui le fait tourner. C'est pas le moteur thermique de la machine qui fait tourner les roues comme une voiture. Il fait tourner une pompe qui met l'huile en pression, et cette huile va dans des systèmes dans les roues qui font directement tourner les roues. Donc ça a plein d'avantages pour ce genre de machine-là. Par exemple, ça va être déjà d'avoir un couple énorme. Donc ces machines, elles n'ont jamais besoin d'aller très vite. Une pelleteuse sur un chantier, on l'a jamais vu faire le 0 à 100 en 6 secondes. Voilà, ça n'existe pas. Donc elle va toujours aller doucement, elle n'a pas besoin d'aller sur la route quand elle circule et ils les mettent sur des camions. Donc d'avoir de la haute vitesse, c'est pas important. Par contre, d'avoir du couple et de la force, ça, c'est important. Et donc l'hydraulique va leur permettre d'avoir énormément de puissance. Un autre point qui va être intéressant dans ces cas-là, c'est que souvent ces grosses machines-là, par exemple, elles ont besoin de garde au sol. Si vous faisiez tourner les roues avec un système donc mécanique qui va du moteur jusqu'aux roues, il faudrait un arc de transmission, des ponts, des recardants un peu de tous les côtés, et tout ça, et ben, ça gêne un petit peu sous les véhicules. Ça limite la garde au sol. Dans un environnement chantier, mine, des choses comme ça, avec des pavasses partout, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là, il suffit d'amener une durite haute pression de où on veut, ou la pompe de haute pression sur la machine, jusqu'à la roue directement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des systèmes entre les deux, et dans la roue, il y a un système hydraulique, donc quand on envoie la pression, ça fait tourner les roues. On inverse le sens de la pression, et on peut inverser le sens de rotation des roues. Donc ça facilite la conception, ça rend le truc plus fiable, et ça permet d'avoir énormément de puissance. Au détriment, par contre, de deux choses, de la vitesse, parce que les fluides, ils sont compressibles, mais c'est difficile de bouger beaucoup de volume de fluide d'un coup, donc il faut remplir les pistons, les vider, les remplir, les revider. Donc ça va assez doucement, mais par contre ça va très très fort. Et le deuxième truc qui est difficile à faire avec de l'hydraulique, mais dans ces cas-là souvent on s'en fout complètement, c'est la précision. C'est difficile d'avoir quelque chose de très précis avec des systèmes hydrauliques. Alors, on peut atteindre des précisions acceptables dans certains cas, mais c'est vraiment pas le but. Le but numéro 1, ça va être de la force. Voilà, donc on va retrouver les systèmes hydrauliques principalement souvent dans les histoires d'ETP, dans les machines de levage. Si vous avez un chariot élévateur dans votre boîte ou un Fenwick, c'est toujours de l'hydraulique. Presque, parce qu'il y a toujours un contre-exemple, mais grosso modo, c'est presque tout le temps de l'hydraulique. Tout ce qui va avoir besoin de la force brute et pas de vitesse, ça va être de l'hydraulique, comme par exemple une fendeuse de bois, par exemple. C'est un bon exemple. Il y en a des électriques, mais qui sont assez limités. Dès que vous en voulez une un peu costaud, en général, ça va être de l'hydraulique qui va pousser. Même si la source après de la pression hydraulique, elle, vient souvent ou d'un moteur électrique ou d'un moteur thermique. Ou c'est tout, ça vient de l'un ou de l'autre. Et après, on se sert de l'hydraulique pour vraiment créer de la puissance. Un autre domaine qui ressemble, mais pas tant que ça en fait, mais dans le principe ça ressemble, c'est le pneumatique. Donc moi j'adore le pneumatique, c'est quelque chose que j'adore. Moi j'adore le pneumatique, je trouve ça vraiment sympa à travailler, c'est agréable, c'est cool, c'est assez simple à prendre en main et on peut faire vraiment plein de choses avec, et c'est quelque chose que j'aime bien. Le pneumatique, dans le principe, ça fonctionne à peu près comme l'hydraulique, dans la logique de fonctionnement. Donc dans le pneumatique, là, on va déplacer un gaz et donc plus un fluide. Donc le pneumatique, sur le principe, c'est à peu près pareil que l'hydraulique dans le fonctionnement. On va venir créer une pression, et cette pression va nous servir à venir appuyer sur des choses, donc que ce soit un vérin, un moteur qui tourne, des choses comme ça. La seule différence, enfin c'est pas la seule, mais la grosse différence, c'est que là, on se retrouve avec un gaz, et un gaz, il est compressible. Et donc vu qu'il est compressible, ça va être presque impossible d'atteindre des pressions de service aussi grosses qu'en hydraulique. La pression de service, donc on avait dit que c'était à peu près, alors je ne sais pas c'est quoi les max, mais on doit être au moins à 250-300 bars sûrement pour le max en machine pour les machines qui fonctionnent sur l'hydraulique. Et sur du pneumatique, la pression max de fonctionnement, en général, c'est 12 bars. Donc là, on voit qu'on est quand même vachement loin de nos 300 bars en hydraulique. Donc on ne va pas pouvoir du tout avoir les mêmes forces. Donc on ne peut pas monter aussi haut, tout simplement parce que vu que le gaz il est compressible, imaginons que pour passer de 1 bar à 2 bars, imagine que là c'est mon air qui a la pression ambiante, plutôt on va dire 1 bar, je veux la monter à 2 bars, je vais devoir diviser le volume par 2 par exemple. Et donc à 3, je divise, donc à un moment on n'a vraiment plus de volume pour rester à une certaine pression. Et on pourrait à la limite monter à plus de 12 bars, mais
on ne saurait pas quoi en foutre parce que dès qu'on la consommerait, ce serait presque impossible de tenir ces hautes pressions en pneumatique avec des compresseurs qu'on a standard. On peut avoir un petit compresseur qui monte haut en pression, mais il faut qu'il puisse avoir un débit d'air. Et donc, si on avait, je sais pas, un système qui avait besoin de 40 bars d'air comprimés pour fonctionner, ce serait très compliqué à l'alimenter, tout simplement. Voilà. Parce que on consomme cet air et qu'il faut pouvoir alimenter plus vite que ce qu'on consomme. Donc voilà, donc de par le fait que déjà on est bloqué à grosso modo 12 bars, et encore on dit 12 bars, mais en général c'est la pression standard de fonctionnement dans les usines, souvent je crois c'est plutôt 8 bars. Au-dessus de 8 bars, on est dans la zone où le compresseur fluctue. Par exemple, il arrive à 12, il descend tranquillement, quand il arrive à 9, il remonte, quand il arrive à 12, il redescend, quand il arrive à 9, il remonte, et il se balade comme ça entre 12 et 9. Donc théoriquement, on peut avoir de la pression à 12 bars, mais vu qu'on n'est pas sûr toujours d'être à 12 bars, on se dit toujours qu'on fonctionne à 8, et comme ça, on n'a pas de problème. Donc le pneumatique, la seule différence, vraiment dans le fonctionnement pur et dur, c'est que le pneumatique, on le consomme, l'air. Dans un système hydraulique, l'huile, on pousse au cul du vérin, elle recircule, elle repart dans le bain d'huile, et c'est un circuit en boucle fermée. Dans un système pneumatique, l'air sort du compresseur, va activer le vérin ou le moteur ou ce qu'on veut, et après, l'air sort dehors. Voilà. On consomme l'air dont on a besoin. Mais hormis ce petit point-là, dans le fonctionnement, c'est grosso merdo à peu près pareil que de l'hydraulique. On a une source de pression, on a des actionneurs, des tuyaux entre les deux, des petits distributeurs pour orienter le trajet de l'air, et dans le principe, c'est à peu près pareil. Maintenant, dans le fonctionnement, ça va vachement changer du fait que ce soit un fluide. Enfin, les deux sont des fluides, mais lui c'est un gaz, alors que l'avant on avait un liquide. D'ailleurs, pourquoi on met de l'huile dans l'hydraulique, donc que ce soit dans l'hydraulique ou dans les freins par exemple d'une voiture, qui est un système hydraulique, hein, clairement. Sauf que là, la pompe hydraulique, c'est ton pied, alors que sinon c'est une pompe qui est alimentée par une autre source d'énergie. Mais ton pied fait exactement le même système qu'une pompe, il met en pression un circuit, la pression arrive jusqu'à l'étrier, écrase les plaquettes et ça freine. Et donc pourquoi on met de l'huile et pas de l'eau par exemple? Parce qu'en fait, de l'eau c'est incompressible aussi. On peut faire fonctionner un système hydraulique avec de l'eau. Par contre, il y a un petit pépin avec la flotte, c'est que quand on la fait monter en pression, elle chauffe. Et quand elle chauffe, elle bout. Et quand elle se met à bouillir, eh ben, il y a une partie qui se transforme en gaz. Et là, le problème, c'est que quand on met de la pression et qu'on a un gaz, eh ben, notre fluide, en fait, il est plus incompressible. On peut comprimer le gaz. Et ça, c'est un gros problème. Parce que, par exemple, si vous mettez de l'eau dans les freins de votre bagnole, vous allez freiner 2 fois, la pression va monter, c'est du gaz qui va se former, et vous allez plus freiner, tout simplement. Vous allez appuyer la pédale, ça va comprimer de l'air, il ne va rien se passer, il n'y aura pas de frein. Au lieu d'avoir déplacé le fluide, vous avez écrasé l'air entre les deux, et voilà. Voilà, donc le pneumatique. Le pneumatique, l'intérêt, donc, ça va être qu'on va avoir, en fait, on va avoir les avantages qu'on n'avait pas dans l'hydraulique. On va pouvoir avoir des beaucoup plus hautes vitesses de déplacement, par exemple dans les actionneurs, dans ces choses-là, tout simplement parce que justement, les gaz sont compressibles et donc peuvent se décompresser très vite. Et ça peut aller très vite. Par exemple, quand vous prenez une petite Dremel pneumatique, si vous êtes déjà dans un atelier ou une ponceuse pneumatique, des choses comme ça peut tourner très vite. Parce que l'air se décomprime fortement. Donc il a une grosse vitesse. Et vu qu'il a une grosse vitesse, il va pouvoir créer déjà du mouvement beaucoup plus rapidement. Donc on peut avoir une Dremel pneumatique, une petite ponceuse d'atelier pneumatique, parce qu'en plus l'air sort dehors, donc c'est pas un souci. On ne peut pas l'avoir en hydraulique. Déjà parce qu'on foutrait de l'huile partout. Donc ce serait vraiment pas pratique de devoir récupérer ce fluide-là, et surtout ça serait très dur de le faire aller très vite. Donc l'avantage déjà, ça va être d'avoir des systèmes qui puissent avoir de la vitesse. Un autre avantage, c'est que le pneumatique, il est beaucoup moins contraignant dans l'installation. Un système hydraulique, il va falloir avoir un système qui soit bien purgé, qui soit bien installé, et c'est difficile après à modifier quand on veut. Du pneumatique, il n'y a pas de purge à avoir. On envoie de l'air dans le système, on peut débrancher, repartir, rebrancher, on s'en fiche, puisque de toute façon l'air, il est consommé. On n'a pas besoin d'être dans un circuit fermé qui aurait été purgé. Donc là, ça a quand même des facilités. Hein. On ne peut pas désamorcer le système ou des choses comme ça, voilà, une fois qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc l'avantage, ça va être qu'on va avoir des systèmes qui peuvent être beaucoup plus rapides que dans l'hydraulique. Donc dans une certaine mesure, hein, sur des petits vérins, c'est assez facile d'avoir des choses qui vont très vite. Si on a des très gros vérins, des très gros pistons, c'est plus difficile, mais en fait, la question après souvent, c'est le débit d'air qu'on a. Si on remplit un gros piston, il faut beaucoup de volume d'air pour le remplir, donc pour aller vite, il faut vraiment avoir un gros débit. Mais en soi, c'est possible. L'autre avantage du pneumatique, et qui n'est
pas un avantage négligeable, c'est que ça coûte pas très cher. Des vérins pneumatiques, c'est pas très cher. Et donc c'est pratique à installer, et c'est facile à mettre, et on peut en mettre un peu partout, et voilà. L'autre avantage du pneumatique, c'est que souvent c'est très intéressant à mettre dans des usines, dans des ateliers, des choses comme ça, parce qu'à partir du moment où il y a un compresseur, toutes les machines peuvent fonctionner, alors pas forcément en même temps, mais toutes les machines peuvent fonctionner sur ce même compresseur. On n'est pas obligé d'avoir une source d'énergie différente. Si vous avez plusieurs machines qui sont sur de l'hydraulique par exemple, à chaque fois chacune a sa pompe, son système bien purgé, et les choses peuvent pas être branchées de l'un à l'autre comme ça. Avec un système pneumatique, vous pouvez très bien avoir plein de machines pneumatiques et la brancher juste celle que vous avez envie de faire fonctionner à votre compresseur. C'est pour ça que dans les ateliers, beaucoup de matériel est pneumatique, surtout dans les ateliers professionnels, j'entends. Les meuleuses, les perceuses, beaucoup d'électroportatifs, que moi par exemple j'ai beaucoup d'électroportatifs, dans un atelier ils l'ont presque tout le temps pneumatique. Pour deux raisons, déjà ils ont déjà du pneumatique. Pour deux raisons, déjà ils ont déjà du pneumatique partout, donc c'est pas compliqué de brancher juste sa machine sur du pneumatique. Et la deuxième, c'est que niveau de performance égale, c'est beaucoup moins cher d'acheter par exemple une clé à choc pneumatique par équivalent à une clé à choc électrique sur batterie par exemple, j'entends, parce que bon, électrique filaire ça peut aller, mais ce sera beaucoup moins cher et bien plus fiable, parce que dans la clé à choc pneumatique, vous branchez juste le tuyau d'air, ça tourne, il n'y a pas de moteur dedans. Enfin, il y a une hélice qui va se faire entraîner par l'air, mais il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de petite carte de contrôle, il n'y a rien. Et donc ça va être quelque chose de vraiment très fiable et relativement peu coûteux par rapport à beaucoup de matériel qu'on pourrait acheter. C'est pour ça que dans presque tous les ateliers professionnels, dans les usines, des choses comme ça, beaucoup de matériel sont presque tout le temps pneumatiques. Voilà, donc le pneumatique, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans tout ce qui est outillage d'atelier, parce qu'à partir du moment où on a un compresseur, c'est facilement accessible. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup du coup dans les industries, principalement dans tout ce qui est machines spéciales, toutes ces choses-là, où on a besoin d'avoir plein de petits actionneurs, des choses comme ça. Ça va permettre d'avoir de la polyvalence, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mine de rien avec ces petites choses. Et c'est pas très cher, c'est facile à installer, et c'est assez propre. Là où de l'huile, ça va en foutre partout, ça va être des trucs un peu des fois dégueulasses, pas pratiques, à purger, à réinstaller. Là, bon, les tuyaux d'air, ça reste quelque chose de simple, de propre à mettre en place, de pas cher, et donc forcément d'utiliser. Maintenant, passons à tout ce qui va être électrique. Donc l'électricité, il va y avoir, comme toujours, des avantages et des inconvénients. Ça tourne en rond, cette affaire. Donc l'électrique, on va le placer dans le assez polyvalent. La grosse limite de l'électricité, c'est qu'un moteur électrique, quand il tourne, il n'y a pas de couple. C'est pas beaucoup de couple, on va dire. Donc tout le temps, il faut ce qu'on appelle un motoréducteur. On met un réducteur au cul du moteur. Et donc qui dit réducteur dit qu'on va baisser la vitesse. Donc pour pouvoir avoir des couples qui sont cohérents, il faut un moteur et un réducteur. Et par exemple, on va passer de, 2000 tours minute à 30, donc on a une grosse réduction, et on se retrouve avec un petit peu de couple. Et c'est difficile d'avoir beaucoup de vitesse et beaucoup de couple déjà. Donc ça c'est le combo. Si on veut beaucoup de vitesse et beaucoup de couple, il faut monter vraiment en gamme de puissance moteur, et bien souvent déjà sur du 220 classique, ça marche pas. C'est l'un aussi des problèmes de l'électrique, on va dire, c'est qu'on est limité par rapport à notre installation. Donc un particulier comme moi, comme vous, comme tout le monde dans sa maison, on a du 220 volts, donc si on est sur une prise de courant classique, donc je crois que c'est sur des fusibles de 16 ampères, une prise de courant normale, donc si on fait 16 ampères x 220, ça nous donne la puissance qu'on peut prendre dessus. Et donc ça doit faire quelque chose de l'ordre de 3500 watts. Donc 3500 watts, donc ça c'est vraiment la limite, donc il n'y a aucune machine qui est à 3500 watts, parce que forcément c'est vraiment la limite, donc c'est toujours un peu en dessous. Je crois que moi la plus puissante que j'ai, ça doit être ma scie sur table qui doit être à 2500 ou quelque chose comme ça. Mais donc on est limité par cette puissance-là. Donc on ne pourra jamais dépasser déjà par cette puissance par rapport à notre installation. Dans les entreprises, dans les usines, chez les professionnels, il peut y avoir du 380 volts. Et donc eux, ils peuvent avoir après des disjoncteurs spécifiques qui vont jusqu'à... ça doit aller très loin, et en fait il n'y a jamais de limite, mais dans les usines, j'en ai vu jusqu'à 63 ampères, des choses comme ça. Donc là, ça commence à faire 63, ça doit faire un peu plus de 20 000 watts. Donc là, ça commence à être un peu plus costaud, mais bon, voilà. Chez nous, déjà, on est limité par le fait qu'on ne peut pas tirer plus de, théoriquement, 3500 watts. Donc, ça limite un petit peu. C'est pour ça qu'on n'a pas de machine qui... En l'électrique, c'est difficile donc d'avoir une machine qui va vite et qui a de la puissance. Donc, on fait des compromis. Par exemple, quand on va vouloir, tout à l'heure on parlait d'une fendeuse pour de l'hydraulique, si on veut une fendeuse électrique, elle va aller tout doucement. Là, ça va être possible parce que une fendeuse, ça de base pas très vite, donc on va pouvoir mettre un moteur électrique, une grosse réduction,
hop, pour que le truc avance tranquillou, donc on va quand même avoir de la force, mais on va de toute façon toujours être limité par rapport à l'hydraulique là-dessus. Le gros avantage de l'électricité, c'est surtout sur le positionnement. Si on veut de la précision, de la répétabilité, pouvoir asservir un mouvement par rapport à un autre, là on va pouvoir, parce que le moteur électrique il peut être équipé d'un codeur et connaître sa position. Donc là on va pouvoir avoir des trucs intéressants. C'est pour ça par exemple sur un robot dans une usine, le robot, tous les actionneurs du robot, eh ben, ils sont toujours électriques. Parce que ça permet de définir des trajectoires, ça permet d'asservir par rapport à un capteur et de ne pas avoir des choses bien figées. Donc quand on veut de la modularité, c'est intéressant d'avoir des systèmes électriques. Sur les grosses machines, par exemple, là où on pourrait avoir que du pneumatique partout, et des fois on met de l'électrique, c'est justement pour faciliter les changements de format, par exemple. Je ne sais pas, le matin vous faites des petites boîtes, le soir vous en faites des grosses, vous n'êtes pas obligé de retarer tous vos vérins, vous pouvez juste dire dans l'ordinateur, nouvelle cote de la boîte s'étend, et puis les vérins électriques vont se caler tout seuls. Donc ça peut avoir des intérêts. Principalement, donc vraiment ça c'est le point, c'est tout ce qui va être positionnement et asservissement. Si vous devez faire de la régulation, voilà, avoir des choses qui doivent être bien précises sur leur position, il n'y a pas mieux que l'électricité. Par contre, ce sera voilà, toujours au détriment de ce qu'on dit depuis le début. Donc l'électricité, ça va être dur vraiment d'avoir de la force avec l'électricité, sauf en montant dans des puissances gigantesques. Par exemple, si vous prenez un robot, vous voyez dans les usines là, qui porte des choses, un simple robot de 100 kg, bah, en fait, il a une charge utile au bout du bras de 5 kg, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas ouf par rapport au gros bazar que c'est. Et quand vous voulez des grosses charges utiles, faut monter dans des trucs qui sont gigantesques. Je trouverai sûrement une petite fiche d'un exemple de robot là, à mettre par là, mais voilà, faut vraiment monter dans un truc immense. Donc ça, c'est réservé aux professionnels, tous les gros trucs qui sont électriques. Donc principalement, l'avantage, c'est tout ce qui va être positionnement, asservissement. Là, il n'y a pas mieux que l'électricité. Et les inconvénients, bah, c'est que c'est difficile en électricité de monter sur des choses très puissantes, sauf en montant dans des tensions et des câbles. Quand vous prenez un câble en 380 pour du 63 ampères, vous avez des câbles, ils sont gros comme ça, avec des prises énormes, c'est pas pratique. Donc voilà, donc l'électricité, en fait, il peut faire à peu près tout. Et la limite, c'est en fait l'alimentation qu'on en a. Et vu que chez nous, les particuliers, bah, on est bloqué sur du 220 et grosso modo du 16 ampères, donc on ne peut pas dépasser les 3000 watts. Donc bah, c'est un petit peu, voilà, c'est ça qui limite le truc. 3500 watts si vous voulez, en rapportant à des chevaux, parce que ça va faire très bien la liaison avec la dernière énergie, le thermique. Ça doit faire, je sais plus, 4 chevaux, un truc autour de 4 chevaux et quelques, enfin, c'est vraiment pas grand chose. Et donc c'est là, pour nous principalement, qu'intervient bah, le thermique. C'est que quand en général on a besoin d'avoir quelque chose qui tourne vite et qui a de la puissance, et bah, le seul moyen c'est de passer en thermique, tout simplement. Donc par exemple, moi quand j'ai acheté mon broyeur, un broyeur ça existe en électrique, mais il va aller assez doucement au final le broyeur, parce que pour avoir de la force, pour broyer des grosses branches, il a besoin de force, et donc le moteur électrique n'ayant pas de couple de base, il y a une énorme chaîne de réduction. Donc le moteur il doit tourner je sais pas combien de milliers de tours minute, et à la fin la roue qui tourne, elle tourne tout doucement comme ça, et ça finit par gober, voilà. Mais bon, un débit qui est relativement faible. Moi j'avais besoin un petit peu de débit, quoi, que ça avale. Du coup j'en ai chopé un thermique, et un thermique là, je sais plus c'est un combien, un 9 ou 12 chevaux que j'ai acheté, mais du coup voilà, 9 ou 12 chevaux, il faudrait que je puisse tirer 6000, 7000 watts, enfin pour avoir un équivalent en électrique, il faudrait que, en fait c'est pas possible sur les prises de 120 classiques qu'on a. Donc là dans ce cas-là, on est obligé de passer au thermique. Et le thermique, ça va permettre d'avoir de la puissance avec une haute vitesse et de la force en même temps. Là où ça va être possible avec de l'électrique, mais voilà, avec des installations qui sont beaucoup plus grosses. Autre point que j'ai pas dit sur l'électrique, j'ai oublié, donc j'y reviens tout de suite. Donc l'électricité aussi, le point qui pèse dans la balance, c'est que c'est beaucoup plus cher, par exemple, à mettre en place qu'un système pneumatique. Si vous voulez mettre plein d'actionneurs électriques, il va falloir, alors déjà chaque vérin électrique coûte 10 fois le prix d'un vérin pneumatique, et à chaque fois il faut lui rajouter un variateur, il va falloir un automate pour gérer tout ça. Voilà, les ressources qu'on doit mettre derrière sont beaucoup plus importantes qu'une simple distribution pneumatique des actionneurs. Après, voilà, la polyvalence et toutes ces capacités de pilotage, de précision vont être plus importantes, donc c'est à voir ce qu'on veut faire avec, mais le coût est vraiment, vraiment plus important. Voilà, donc le thermique, nous on s'en sert principalement quand en fait on n'est pas capable d'avoir cette puissance et cette vitesse
avec l'alimentation qu'on a à portée de main. Voilà, donc nous c'est du 220, donc on est vite limité. C'est pour ça que beaucoup de machines extérieures, alors hormis le fait qu'il faut se balader le câble et que sur la tondeuse, il faut traîner le fil derrière soi, c'est quand même assez chiant, et qu'une tondeuse sur batterie, bah, si vous en voulez vraiment une bonne, efficace pour faire de la surface, alors c'est vrai qu'avec 10 mètres carrés de pelouse ça passe, mais si vous en voulez vraiment pour faire de la surface, bah, ça coûte extrêmement cher. Je sais plus, je crois que j'avais regardé moi une bonne tondeuse électrique de qualité, je sais pas, c'est bien plus, c'est plus de 1000 euros, je sais plus c'est combien. Puis après avec les batteries, bon bref. Alors que du thermique là-dessus, c'est vachement plus intéressant. Une tondeuse thermique ça coûte 500 balles. Il suffit de mettre de l'essence, ça tourne, il n'y a pas de fil. Ça a beaucoup de puissance, donc ça peut bouffer, des hautes herbes facilement. Et voilà. Donc voilà, le thermique, l'avantage, c'est le fait qu'il n'y a pas de fil déjà, il fonctionne en autonomie sans énergie extérieure, on va dire, enfin à part l'essence qu'on a mis dedans, et qu'il va avoir un bon rapport vitesse-puissance assez intéressant. Par contre, voilà, on oublie la précision, mais sur ces machines-là, on s'en fout complètement. En général, on veut que ça envoie, et puis ça fait largement le taf, quoi. Donc voilà pour cette petite explication un petit peu des différentes sources d'énergie qu'on peut trouver sur les machines qui nous entourent. Donc ça peut être intéressant, la prochaine fois vous passerez à côté d'une bécane et que vous verrez où un hydraulique, un pneumatique, un moteur électrique et tout, vous pourrez vous poser la question pourquoi ils l'ont mis. Et en général, voilà, c'est une espèce de compromis entre tous les critères qu'on a cités depuis tout à l'heure. Et ça permet aussi de mieux choisir des fois ce qu'on a besoin si on achète un équipement. Voilà, typiquement, je parlais de mon broyeur, si vous voulez un broyeur, un électrique, un pneumatique ça n'existe pas, je dis n'importe quoi, un électrique ou un thermique, la question à se poser c'est ça, voilà. Quel usage j'en ai, quelle puissance je veux qu'il sorte, quel débit je veux bouffer, et après je fais mon choix par rapport à tout ça. Et c'est valable pour toutes les machines. Par exemple, si vous prenez la dernière fois, voilà, j'ai vu chez un copain, il avait acheté un rotovateur, pas un rotovateur que je raconte, un motoculteur pour retourner la terre. Il y a le motoculteur classique, thermique, avec les roues en dessous, donc le moteur thermique tourne, il fait tourner les roues, voilà, c'est un bon compromis, ça marche bien. Et lui, il avait besoin de quelque chose de plus costaud, parce que c'est son métier, il en a acheté un avec, entre les deux, une pompe hydraulique. Le moteur thermique fait tourner la pompe hydraulique, et la pompe hydraulique fait tourner les pales et les roues. Ça fait que du coup, il a un couple énorme, et du coup, il peut retourner sa terre d'un coup, en avançant tranquillement, et la machine, elle ne peine pas du tout, elle avance tranquillou, et elle fait le boulot. Parce qu'il a mis de l'hydraulique entre les deux, et que du coup la source de la force vient du coup maintenant de l'hydraulique. Et voilà, et ça c'est valable pour tout, et c'est comme ça voilà, qu'on dimensionne, qu'on choisit et qu'on équipe du matériel. Voilà. C'est terminé du coup pour cette petite vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo pour une petite conception complète. On va partir d'une feuille blanche et essayer de se construire un petit système un peu sympa. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, à la prochaine. Allez.